Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va procéder ensemble à une révision un peu détaillée de l'examen d'hépatogastro-entérologie de 2022. Bonjour. Oui, l'objectif, c'est vraiment de parcourir chaque question à choix multiples, une par une, sans rien laisser de côté. Exactement. Pour chacune, on donnera la réponse, une justification claire et surtout, on insistera sur les pièges à éviter. C'est ça. Allez, commençons sans plus attendre. Alors, QCM numéro 1, toutes ces propositions concernant la gastrite sont justes sauf l'une. Mhm. Option A, elles sont souvent symptomatiques. B, une hémorragie digestive haute peut la révéler. C, son diagnostic nécessite obligatoirement une fibroscopie. Et puis D et E qui sont des combinaisons. Alors ici, la réponse à cocher, c'est la A. Elles sont souvent symptomatiques. C'est faux. Pourquoi? On associe souvent la gastrite à des douleurs, non? Oui, mais c'est une idée reçue. En fait, les gastrites chroniques, surtout celles à Helicobacter pylori, qui sont les plus fréquentes, sont majoritairement asymptomatiques. D'accord. On les découvre souvent par hasard, lors d'une biopsie. C'est une découverte histologique. Le piège, donc, c'est de confondre la gastrite chronique, qui est silencieuse, et la gastrite aiguë, qui, elle, peut donner des symptômes comme une hémorragie. Exactement. Et retenez bien, le diagnostic de certitude, c'est toujours l'histologie. Parfait. On enchaîne. Question 2. Je l'apprends. Une fibroscopie est effectuée chez un patient souffrant d'épigastralgie et montre un érythème de la muqueuse antrale. Quelle est la conduite diagnostique appropriée? Un érythème, donc une simple rougeur. C'est ça. Et les options sont pas. C'est une gastrite antrale. B. C'est une néoplasie. C. On complète par des biopsies antrales. D. On complète par des biopsies antrofundiques. Et la bonne réponse, c'est la D. Oui, la D. Parce qu'un érythème en endoscopie, ça n'a aucune valeur diagnostique spécifique. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ce que l'on voit à l'œil nu ne suffit pas. Jamais. Le diagnostic de gastrite est histologique. Il faut donc faire des biopsies. Et le standard, c'est de les faire à plusieurs endroits selon le protocole de Sydney. C'est-à-dire dans l'antre et dans le fundus. Voilà. C'est le piège, ne pas se contenter de l'aspect macroscopique. Protocole de Sydney, c'est la règle. Très clair. Question 3, on passe aux hépatites. Un patient de 35 ans est adressé avec une sérologie AC anti-HCV positive. Il prévoit de se marier. Quel est le diagnostic possible à ce stade? Ah, un grand classique. Hépatite C chronique. C. Hépatite C aiguë. D. À ce stade, aucun diagnostic n'est possible. Et la bonne réponse, c'est la D. Aucun diagnostic n'est possible. Pourtant, le test est positif. Oui, mais attention, la présence d'anticorps, les AC, anti-VHC, ça veut juste dire une chose. Le corps a été en contact avec le virus. Ça ne veut pas dire qu'il est encore là. Exactement. Le patient a peut-être guéri tout seul. Pour savoir si l'infection est encore active, il faut une autre analyse. Donc, le piège monumental, c'est de se dire anticorps positif égale hépatite active. C'est ça. Anticorps positif égale contact. Point. Ce qui nous amène logiquement à la question 4. Oui. Après la découverte d'AC anti-HCV positif, vous décidez de compléter l'exploration par tous ces examens sauf un. Les options A, biopsie hépatique, B, antigène HBS HIV, C, échographie abdominale, D, une PCR, E, une IRM hépatique. Alors, celui qu'on ne fait plus en première intention, c'est la A, la biopsie hépatique. Ah oui, Oui. Autrefois, c'était systématique pour évaluer la fibrose, la cicatrice du foie. Aujourd'hui, on a des tests non invasifs très performants comme le fibroscan ou le fibrotest. donc la biopsie reste utile, mais elle n'est plus la première étape. Voilà. Elle est réservée au cas où on a un doute diagnostique, mais ce n'est plus du tout systématique. D'accord. On complique un peu les choses. Question 5. Le patient présente désormais un HBS positif et une PCR HCV positive. Quel est votre diagnostic? On a plusieurs propositions à combiner. AG-HBS positif Ça signe une infection active par le virus de l'hépatite B. et PCR-HCV positive. Et ça signe une infection active par le virus de l'hépatite C. Donc il a les deux en même temps. Exactement, c'est une co-infection virale C et B avec une hépatite C active. La bonne réponse est donc la A, qui combine les propositions 1 et 2. Le piège ici, c'est de bien décortiquer chaque marqueur et de ne pas se mélanger. Précisément. Question 6 dans la continuité. Quels examens complémentaires supplémentaires sont nécessaires pour évaluer cette co-infection BC? Là, on veut un bilan complet. Les propositions incluent 1. Des marqueurs viraux pour la B, HHB, HHBE, PCR-HBV. 2. Un bilan hépatique. 3. Un fibroscan. Et 4. Un fibrotest. Et la réponse est simple, il faut tout faire. Donc la C qui combine 1, 2, 3 et 4. Pourquoi tout? Parce qu'il faut évaluer l'activité de chaque virus séparément. C'est la proposition 1.
Il faut voir l'impact sur le foie. Le retentissement biologique, c'est la 2. Et, point capital, il faut évaluer le stade de la fibrose. Et pour ça, on utilise les méthodes non invasives. Oui, le fibroscan et le fibrotest. C'est crucial pour décider du traitement. Ne jamais oublier d'évaluer la fibrose. On change complètement de sujet. Question 7. Quel est le traitement de la maladie cœliaque? Question directe. Option A. Exclusion du gluten pendant 1 an. B. Immunomodulateur. C. Exclusion totale du gluten à vie. D. Corticoïdes. La réponse est C. C'est un traitement à vie. Strict et définitif. Absolument. Le seul traitement de la maladie cœliaque, c'est un régime sans gluten. Strict et à vie. Le piège serait de penser que les médicaments ont une place en première intention. Oui. Les corticoïdes ou autres, c'est réservé à de très rares formes réfractaires. Ce n'est pas du tout le traitement standard. D'accord, on passe à un sujet plus urgent. Question 8. En cas d'ingestion de produits caustiques, quelle proposition est fausse? A. Les lésions intéressent uniquement le tractus digestif supérieur. B. L'endoscopie bronchique est indiquée dans le stade 3B de l'œsophage. C. Les acides entraînent une nécrose de coagulation. D. Les bases entraînent une nécrose de liquéfaction. E. L'alimentation orale est autorisée dans le stade I. La proposition fausse, c'est la A. Les lésions intéressent uniquement le tractus digestif supérieur. Oui, c'est totalement faux. Les lésions peuvent aller bien au-delà. Une base peut diffuser dans le médiastin, un acide peut perforer l'estomac et donner une péritonite. C'est une urgence médico-chirurgicale majeure. Et le piège à éviter ici, c'est un point classique à mémoriser. C'est la différence entre acide et base. Acide, c'est une nécrose de coagulation, ça fait une croûte. Base, c'est une nécrose de liquéfaction, ça dissout, ça creuse, c'est souvent bien plus grave. Très visuel. Question 9, on reste sur le même thème. Quels sont les critères de gravité lors d'une ingestion d'un produit caustique? Réponse fausse. On cherche donc ce qui n'est pas un critère de gravité. A. Un tableau de péritonite. B. Un emphysème sous-cutané. C. Une hypoxie. D. Une hypersialurée. E. Un tableau de médiastinite. La réponse fausse, c'est la D, l'hypersialurée. Le fait de beaucoup saliver. C'est ça. C'est un symptôme très fréquent au début, lié à la douleur, à la difficulté à avaler, mais ce n'est pas un signe de complication grave. Alors que tous les autres. Tous les autres sont des signes de catastrophe. Péritonite, emphysème, médiastinite, ça veut dire qu'il a une perforation. L'hypoxie, une détresse respiratoire. Ce sont les signes de gravité extrême. On passe à la question 10 concernant la myotomie, l'intervention de Heller, réalisée pour un mégaœsophage. Quelle affirmation est fausse? Alors là, on est en chirurgie. La réponse correcte, enfin la proposition fausse à identifier, c'est la E. Elle est toujours associée à une vagotomie tronculaire. Oui, c'est faux. La myotomie de Heller, c'est pour traiter l'achalasie. On sectionne le sphincter du bas de l'œsophage pour qu'il se relâche. Et la vagotomie? Ça n'a rien à voir. La vagotomie, c'est une procédure historique pour la chirurgie de l'ulcère. Ça diminue l'acidité. On ne fait pas ça dans une myotomie. Le piège à connaître, par contre, c'est qu'on doit toujours associer la myotomie à autre chose. Absolument. On doit l'associer à une valve anti-reflux, comme une fondoplicature partielle de Toupet. Sinon, le patient va avoir un reflux gastro-œsophagien majeur en post-opératoire. Question 11. Cancer de l'estomac. La tumeur de Krukenberg traduit. Un éponyme à connaître, La bonne réponse est la D, une extension par voie péritonéale aux ovaires. c'est la définition même. La tumeur de Krukenberg, c'est une métastase ovarienne d'un cancer digestif, le plus souvent de l'estomac. Et le piège, c'est de ne pas confondre avec l'option C. Oui, le ganglion de Troisier, ça c'est une autre métastase, mais ganglionnaire, au-dessus de la clavicule. Deux signes d'extension différents. Question 12, toujours sur le cancer gastrique. Quel est l'examen essentiel pour le diagnostic de certitude? On en a un peu parlé au début. Les options. A, clinique. B, radiologique. C, endoscopique avec biopsie. D et E. La réponse est sans appel la C, endoscopie et biopsie. C'est un principe de base en cancérologie. Fondamental. Le diagnostic de certitude d'un cancer est toujours histologique, donc basé sur l'analyse d'un prélèvement tissulaire. La clinique oriente, l'imagerie aide, mais seule l'histologie prouve. On termine cette série avec une question d'anatomie chirurgicale, la 13. Un ulcère de la face postérieure du bulbe duodénal peut se perforer dans ou éroder. Question très importante en pratique. Les propositions sont 1. La tête du pancréas. 2. L'artère pylorique. 3. La veine cave inférieure. 4. Le cholédoque. 5. L'artère gastroduodénale. Il faut les combiner les bonnes réponses. Et c'est la E, 1 plus 5.
La tête du pancréas et l'artère gastro-duodénale. Ouais, l'ulcère postérieur du bulbe est en contact direct avec ces deux structures. Il peut s'enfoncer dans le pancréas et surtout, il peut éroder l'artère gastro-duodénale. Et ça, c'est... C'est la cause des hémorragies digestives les plus massives, les plus cataclysmiques. C'est un point d'anatomie absolument capital à connaître. On passe maintenant à un cas clinique. Allons-y. Homme de 45 ans, de Djelfa, zone d'élevage. Il présente des douleurs vagues de l'hypocondre droit et une masse de 12 cm, rénitente, mobile avec la respiration. Première question du cas, la 14. Cette masse palpable appartient le plus probablement à quel organe? La réponse est C, le foie. La localisation sous les côtes à droite et surtout la mobilité avec la respiration, c'est typique d'une masse hépatique. Question 15. Devant cette masse et le contexte, zone d'élevage, quel diagnostic est le plus probable? Le contexte est la clé ici. Zone d'élevage, donc contact avec des chiens et des moutons. La réponse la plus probable est la C, un gros kyste hydatique du foie. C'est l'épidémiologie qui nous guide. Question 16. Quel examen radiologique demanderez-vous en première intention? On commence toujours simple et efficace. Réponse B, l'échographie abdominopelvienne. C'est l'examen parfait pour explorer une masse, surtout si on suspecte qu'elle est liquide, kystique. Question 17. Quel examen biologique spécifique confirmera le diagnostic? Une fois qu'on a l'image du kyste à l'échographie, on confirme par le sang. Réponse C, la sérologie hydatique. C'est le test de référence. Et enfin, question 18. Le diagnostic est confirmé. Quel type d'intervention chirurgicale sera pratiquée? Le traitement standard pour un kyste hydatique non compliqué, c'est la GIC, la périkystectomie totale. On enlève tout le kyste sans le rompre. Parfait. On passe au deuxième cas clinique. Homme de 23 ans, avec antécédent d'ulite, il a une diarrhée chronique, une perte de poids, de la fièvre, des arthralgies et une fissure anale. La rectoscopie est normale. Un tableau très évocateur. Question 19. Ai-je, parmi les examens suivants, quel est celui qui vous paraît prioritaire? Les options sont FOGD, copro, entéro-IRM, iléocoloscopie, vidéocapsule. La priorité absolue, c'est la D, l'iléocoloscopie. Pourquoi? Parce que ce tableau clinique chez un jeune avec des signes digestifs et extradigestifs, comme l'uvéite et les arthralgies, ça crie la maladie de Crohn. D'accord. Et la maladie de Crohn atteint préférentiellement la toute fin de l'intestin grêle, l'iléon terminal. L'iléocoloscopie est le seul examen qui permet d'aller voir et de biopsier cette zone. Logique. Ce qui nous amène à la question 20. Quelle est la lésion histologique la plus évocatrice du diagnostic de maladie de Crohn? C'est la lésion signature, la réponse A, le granulome épithélioïde. On dit aussi épithélioïde et gigantocellulaire. C'est pathognomonique, c'est ça. C'est ça. Si on le trouve, le diagnostic est certain. Le piège, c'est qu'on ne le trouve pas toujours, loin de là. Son absence n'élimine pas le diagnostic. Et la question 21. Parmi les complications suivantes, laquelle n'est pas classique au cours de la maladie de Crohn? Ici, la réponse est la B, l'anémie hémolytique immunoallergique. Ce n'est pas une complication typique. Les complications classiques sont liées à l'inflammation qui traverse toute la paroi de l'intestin, c'est ça? Exactement. Donc on a des occlusions, des fistules, des abcès, mais pas ce type d'anémie. On note une petite pause, les questions 42, 43, 48 et 49 sont absentes du document, donc on passe directement à la suite. D'accord. On arrive à la toute dernière question, la numéro 50. La voici. Concernant la lignite plastique, laquelle de ces propositions est fausse? Option A. C'est une prolifération de cellules isolées. B. Survient chez des sujets plus jeunes. C. Cliniquement, altération importante de l'état général. D. À l'endoscopie, les plis sont gros et rigides. E. Le pronostic est bon. La proposition fausse, et elle est très fausse, c'est la E. Le pronostic est bon. C'est tout le contraire, j'imagine. C'est un euphémisme. La lignite plastique est une forme d'adénocarcinome gastrique, infiltrante, diffuse, extrêmement agressive. L'estomac devient rigide comme du cuir, le pronostic est effroyable. Donc le piège, ce serait de sous-estimer la gravité de ce diagnostic. Absolument. C'est l'une des formes les plus redoutables de cancer de l'estomac. Bien. Nous arrivons au terme de cette révision de l'examen de 2022. J'espère que cette analyse détaillée sera utile. En conclusion, s'il y a une chose à retenir, c'est que beaucoup de questions testent la capacité à bien différencier ce qu'on suspecte cliniquement, ce qu'on voit en endoscopie, et ce qui est une certitude histologique. La précision dans le choix des examens et l'interprétation des résultats est vraiment fondamentale. C'est la clé. Bon courage pour les révisions. Ce qui m'amène à une dernière pensée. On voit à quel point on dépend de l'histologie, du microscope, pour avoir la vérité. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, qui analyse déjà les images, est-ce qu'on peut imaginer un jour une endoscopie optique si puissante qu'elle pourrait nous donner un diagnostic de certitude en direct sans même avoir besoin de faire de biopsie? C'est une excellente question. C'est un des grands axes de recherche, ce qu'on appelle la biopsie optique ou l'endomicroscopie.
On essaye d'amener le microscope au bout de l'endoscope, en quelque sorte. On n'y est pas encore pour remplacer l'histologie standard, qui reste le gold standard, mais la technologie progresse très vite. C'est sans doute une partie de l'avenir de notre spécialité. Le défi sera immense, mais l'idée de pouvoir avoir une réponse immédiate pour le patient, c'est fascinant.